Je m'appelle Nicholas Collins, j'ai 35 ans et je vis à Dover, dans le Delaware. Ma vie était autrefois aussi paisible qu'une rivière qui coule doucement. Mais tout a changé en un clin d'œil. Je dirige une salle de sport de taille moyenne située en plein cœur de cette petite ville. De taille moyenne, oui, mais pour moi, c'était un rêve bâti à la sueur de mon front. J'ai ouvert la salle de sport il y a 8 ans après avoir quitté mon travail de bureau pour poursuivre ma passion pour le fitness. Au début, tout s'est bien passé. Les membres affluaient, des jeunes hommes voulant des muscles saillants aux femmes au foyer cherchant à rester en forme. Les revenus étaient stables, suffisants pour rembourser les prêts pour l'équipement et louer l'espace. J'étais même fier de voir mes clients progresser, comme si leur succès était le mien. Mais ensuite, la pandémie a frappé. C'était comme une tempête inattendue qui a tout balayé. Le gouvernement a ordonné des fermetures et ma salle de sport, autrefois remplie du cliquetis animé des poids, est soudainement tombée dans le silence. Je me souviens clairement du premier jour où j'ai dû accrocher l'affiche, fermée temporairement en raison de la pandémie. Mon cœur s'est serré, mais je pensais que ce ne serait que quelques semaines et que les choses passeraient. J'avais tort. Quelques semaines se sont transformées en mois, puis en près d'1 an. Les membres ont annulé en masse, appelant constamment, et « je ne peux plus m'entraîner. Pouvez-vous me rembourser ?» ou « je suis passé aux entraînements en ligne. Désolé, mais je dois annuler. » Je comprenais. Tout le monde avait des difficultés, mais chaque appel était comme un coup de couteau dans le cœur. Pendant ce temps, les dépenses continuaient de s'accumuler. Le loyer ne s'est pas arrêté. Le propriétaire envoyait toujours des factures mensuelles avec des rappels polis mais froids. J'espère que vous vous en sortirez bientôt. Les prêts pour l'équipement étaient encore pires, avec des intérêts qui s'accumulaient comme une avalanche. Je regardais les tapis de course et les haltères brillants, inutilisés dans l'obscurité, le cœur serré. C'était mon rêve. Comment pouvais-je le laisser mourir ainsi? J'ai commencé à me démener. D'abord, j'ai tout coupé. J'ai licencié le personnel, ne gardant que mon entraîneur le plus proche, et j'ai tout fait moi-même, du nettoyage à la comptabilité. Mais ce n'était pas suffisant. Je me suis tourné vers la banque, espérant obtenir un prêt. J'ai tout préparé minutieusement, un plan d'affaires détaillé, des prévisions de revenus pour la réouverture, même des rapports financiers prouvant que la salle de sport avait autrefois été très rentable. J'étais assis dans le bureau de la banque, serrant fermement mes documents, le cœur battant. Le jeune employé a souri poliment, mais quelques jours plus tard, l'email de refus est arrivé. Malheureusement, votre demande n'est pas admissible en raison du risque élevé dans le contexte pandémique actuel. Je l'ai lu et relu, ayant l'impression que le monde s'effondrait. Non admissible. J'avais tout fait correctement. Sans autre option, j'ai dû vendre des actifs. D'abord de petites choses, un vieil ordinateur, quelques appareils électroniques, puis de plus grosses. Ma BMW, la voiture à laquelle j'étais attaché depuis 5 ans. Je l'avais achetée après que la salle de sport ait commencé à faire des bénéfices, comme une récompense pour moi-même. Chaque matin en la conduisant à la salle de sport, j'avais l'impression de voler sur la route. Maintenant, je devais la mettre en vente en ligne. Le premier acheteur est venu, l'a essayé et a négocié. Vendez-la un peu moins cher. C'est la pandémie. J'ai serré les dents et j'ai accepté. Mais quand j'ai remis les clés, les larmes ont failli couler. Ce n'était pas juste une voiture. C'était un symbole de mon indépendance. Après la vente, j'ai eu un peu d'argent, mais ce n'était toujours pas suffisant. J'ai emprunté à des amis, appelant tous mes proches. Et, Nick, de combien as-tu besoin? Je te l'envoie tout de suite. Ils m'ont aidé, mais tout le monde a ses limites. Au total, j'ai rassemblé assez pour les dettes à court terme. Mais il me manquait encore exactement $50 000 pour maintenir la salle de sport en vie pendant cette période critique. $50 000, le chiffre qui me hantait jour et nuit. Avec ça, je pouvais payer le loyer, empêcher la saisie de l'équipement et attendre la réouverture. Sans ça, tout s'effondrerait. Ces nuits-là, je restais éveillé, fixant le plafond sombre. Daisy, ma femme, me serrait par derrière et chuchotait, « Je sais que tu trouveras une solution. Je crois en toi. » Mais je savais que la seule option qui restait était de me tourner vers mes parents biologiques, Kenneth et Louise Collins, qui vivaient à Alexandria, en Virginie. Nous n'étions pas très proches, mais ils étaient ma famille. J'ai hésité pendant de nombreuses nuits.
La dernière fois que je les avais vus, c'était à Noël dernier, et les conversations tournaient toujours autour de mon jeune frère, Harrison. Harrison ceci, Harrison cela. J'étais le fils aîné, mais à leurs yeux, je me débrouillais toujours seul. Je me suis dit, je ne fais qu'emprunter, je ne m'en dis pas. Je vais le faire officiellement avec des papiers, payer des intérêts complets, même plus élevés que ceux de la banque. Ce n'est pas de la charité, juste un prêt familial. Ce matin-là, j'ai conduit ma vieille guimbarde, le remplacement de la BMW, vers Alexandria. L'autoroute s'étendait à l'infini, le vent sifflant par la fenêtre fissurée. La maison de mes parents était la même, une maison de 2 étages avec un jardin verdoyant luxuriant, un symbole de la stabilité que j'avais toujours envié. J'ai frappé, me forçant à sourire. Maman a ouvert la porte, son visage montrant de la surprise. « Nick, pourquoi cette visite soudaine ?» Elle m'a serré légèrement dans ses bras, mais c'était froid, pas chaleureux comme avant. Papa est venu du salon, journal à la main, ses lunettes glissant sur son nez. « Entre, mon fils. » Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, l'atmosphère lourde dès le début. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. « Maman, papa, ma salle de sport est en difficulté à cause de la pandémie. Les membres ont tous annulé. Les dépenses continuent d'arriver. J'ai vendu ma voiture, emprunté à des amis, mais il me manque 50 000 $ pour survivre. J'ai juste besoin d'un prêt avec des papiers et des intérêts complets. » Je les ai regardés, cherchant dans leurs yeux le moindre signe d'inquiétude, une question, un mot d'inquiétude, ou même juste une question sur l'entreprise, comment je prévoyais de gérer, mais il n'y avait rien. Papa a plié le journal, l'a posé sur la table et m'a regardé à travers ses lunettes avec un calme glacial. Maman a évité mon regard, tripotant sa tasse de thé comme si elle était occupée pour éviter de me faire face. Papa a parlé le premier, sa voix ferme mais pas élevée. « Nous ne pouvons pas t'aider avec ça, mon fils. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai demandé, en essayant de rester calme, « Pourquoi pas, papa ? C'est juste une difficulté temporaire. J'emprunterai et je rembourserai intégralement avec des papiers clairs. » Papa a secoué la tête lentement, comme s'il avait préparé la réponse. « Il ne s'agit pas de savoir si tu rembourseras. C'est que nous ne voulons pas prendre ce risque en ce moment. » Je me suis penché en avant, essayant de persuader. « Je comprends le risque. Mais si je surmonte cette phase, tout ira bien. Je ne demande pas un cadeau. Je demande un prêt. » Papa a laissé échapper un court soupir, puis a dit sur le ton familier que j'avais entendu depuis l'enfance, « Les affaires signifient accepter des risques. Tu es grand maintenant. Tes affaires sont les tiennes à gérer. » Il a fait une pause, puis a ajouté sans détour, « Cet argent est mis de côté pour ton frère. » En entendant ça, ma poitrine s'est serrée comme si on la pressait. Harrison a un long avenir devant lui, a poursuivi papa fermement. Nous devons subvenir à ses besoins. Harrison, mon frère, 28 ans, toujours à l'université, en retard, rêvant de projets qu'il n'avait jamais commencés. Je savais qu'il lui donnait toujours la priorité, mais l'entendre dire si directement me brisait quand même le cœur. Je me suis tourné vers maman. « Et toi, maman ? Tu n'as rien à dire ?» Maman m'a jeté un regard rapide, ses yeux brillants d'une brève culpabilité, puis elle a baissé les yeux. « Je m'inquiète pour toi aussi, dit-elle doucement. Mais en ce moment, ce n'est vraiment pas pratique. Ton père a raison. » C'était tout. Puis le silence. Papa a continué, son ton devenant moralisateur. « Te prêter de l'argent maintenant est une décision risquée. Et si tu n'y arrives pas ? Alors l'argent de la famille est parti. Cela pourrait affecter les plans plus importants que nous avons depuis le début. Des plans plus importants. » Je savais ce que cela signifiait. Tout tournait autour d'Harrison. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser ma voix se briser. Je suis prêt à signer un contrat de prêt clair. Je paierai des intérêts. Je peux même mettre en garantie des actions de l'entreprise pour votre tranquillité d'esprit. J'ai ralenti, presque en suppliant. Je ne demande pas d'argent gratuit. Je veux juste que vous me fassiez confiance pour une fois. Papa a haussé un sourcil, sa voix devenant irritée. Tu penses que c'est si simple ? Si ça échoue, qui est responsable ? Il m'a fixé. Tu es trop égoïste, Nick. Tu ne penses toujours qu'à toi. As-tu déjà mis les intérêts de la famille en premier ? Franchement,
si tu étais assez bon et assez stable, tu ne serais pas là à nous supplier comme ça. Ces mots sont tombés un par un, lourds et froids. Papa me traitant d'égoïste. J'avais renoncé à une bourse pour Harrison. J'avais envoyé de l'argent à la maison dès mes premiers emplois. J'étais resté silencieux pendant des années alors que toutes les priorités allaient vers lui. Maintenant, au moment où j'en avais le plus besoin, on me traitait d'égoïste. J'ai ouvert la bouche pour en dire plus, mais papa a levé la main, me coupant la parole. Assez. Nous avons décidé. Plus de discussion. Rentre chez toi. Ne rends pas ça plus gênant. Maman ne voulait toujours pas me regarder. Son thé était froid depuis longtemps. Je me suis levé sans un mot de plus. Et à ce moment-là, en sortant de la maison, j'ai compris clairement. Ce n'était pas seulement l'argent qui m'était refusé. J'étais refusé en tant que fils. J'ai quitté la maison, les pas lourds. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était mon statut de fils. Ce sentiment était comme être poignardé au cœur, le sang coulant alors que personne ne le remarquait. Sur le chemin du retour, l'autoroute était floue sous la bruine. Et pour la première fois, je me suis demandé, avais-je jamais été une priorité dans cette famille? J'ai conduit, les larmes coulant, le cœur plein de confusion. Devant moi, il y avait Dover, ma salle de sport mourante et un avenir incertain. Je savais que le combat n'était pas terminé, mais cette blessure resterait avec moi pour toujours. Le trajet du retour a semblé plus long que d'habitude. Ou peut-être que c'était juste mon imagination. La pluie tombait sur le pare-brise. Chaque goutte était un rappel de l'échec. J'ai essayé de me concentrer sur la route, mais mon esprit tourbillonnait d'images. Papa assis là, son visage froid et sans expression. Maman regardant vers le bas, évitant mes yeux. Ces deux mots, égoïste, résonnaient sans fin dans ma tête. Quand je suis arrivé à Dover, il faisait nuit noire. Notre petite maison était en périphérie, paisible avec le potager que Daisy avait planté elle-même. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis dans l'obscurité un moment. L'odeur de la pluie mêlée à celle de l'essence me donnait la nausée. Finalement, je suis entré, me forçant à afficher un sourire crispé. Daisy était dans la cuisine, remuant une marmite de soupe, ses cheveux bruns lâches, ses yeux s'illuminant en me voyant. « Tu es de retour. Pourquoi si tard ?» Elle m'a serré dans ses bras et j'ai essayé de garder une voix normale. « Juste du trafic à cause de la pluie, chérie. » Je ne voulais pas lui dire tout de suite. Je ne voulais pas alourdir l'atmosphère. Nous avons dîné en bavardant de son travail, enseignant aux enfants en ligne pendant la pandémie. Je hochais la tête, je souriais, mais mon esprit était ailleurs. Daisy est perspicace. Elle m'a regardé attentivement. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je n'ai plus pu le garder pour moi. La faible veilleuse projetait des ombres sur le plafond et j'ai commencé à lui raconter, « Chérie, la salle de sport, elle meurt lentement. La banque a refusé le prêt. J'ai tout vendu, emprunté à des amis, mais il me manque encore 50 000 $. Je suis allé voir mes parents aujourd'hui. » Daisy était allongée sur le côté, me caressant le bras, écoutant sans m'interrompre. Je lui ai tout raconté. La réunion froide, le refus brutal, la raison pour laquelle l'argent était réservé à mon frère, et les mots accusateurs. Ma voix tremblait. Les larmes ont de nouveau coulé. Ils m'ont traité d'égoïste, tu sais, comme si je n'avais jamais rien sacrifié pour la famille. Daisy est restée silencieuse un moment, puis m'a serré fort dans ses bras. Ne sois pas triste. Ils ont leurs propres raisons, mais nous allons surmonter ça ensemble. Je crois en toi. Elle n'a pas blâmé mes parents ni ne m'a poussé à faire autre chose. Elle m'a juste réconforté et cela m'a réchauffé le cœur. Nous nous sommes endormis en nous tenant, mais je suis resté éveillé pendant des heures, l'esprit plein de soucis. 50 000 $. Ce chiffre hantait mes rêves comme un fantôme. Les jours suivants ont été un enfer. La pandémie faisait rage, les rues étaient vides, tout le monde portait un masque. J'allais à la salle de sport tous les jours, mais seulement pour regarder les factures qui s'empilaient. Le propriétaire appelait constamment. « Nick, tu dois payer ce mois-ci, n'est-ce pas? Je comprends que c'est difficile, mais j'ai mes propres obligations. » Je faisais des promesses en sachant que je mentais. Les prêteurs d'équipements ont commencé à envoyer des avis. La banque continuait d'envoyer des avertissements. J'ai réduit au strict minimum, éteignant les lumières,
la climatisation, nettoyant même tout moi-même pour économiser chaque centime. Mais c'était inutile. Chaque matin, en me réveillant, en regardant Daisy préparer le petit déjeuner, la culpabilité me rongeait. Elle était mon seul soutien, mais je ne voulais pas l'entraîner dans ma chute. Je prends des cours supplémentaires aujourd'hui pour gagner un peu plus, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas que tu travailles plus dur. Laisse-moi m'en occuper. Mais comment? L'idée de vendre la salle de sport a commencé à s'insinuer, tranchante comme un couteau coupant la chair. C'était mon rêve, notre avenir. Si je le perdais, que serais-je? Une semaine s'est écoulée, tendue et lente. J'ai essayé d'agir normalement, dînant avec Daisy, regardant de vieux films, plaisantant. Mais la nuit, je restais allongé à penser à l'avenir. Devrais-je fermer définitivement? Daisy serait-elle déçue? Puis un après-midi, alors que les restrictions étaient toujours en place, que les gens étaient invités à rester chez eux et à éviter de voyager, j'ai entendu frapper à la porte. J'étais à mon bureau, la tête baissée sur les livres, le cœur battant d'inquiétude quand la sonnette a retenti. Qui cela pouvait-il être à cette heure? Daisy enseignait en ligne. J'étais seul à la maison. J'ai ouvert la porte et je me suis figé. Joseph et Anna Miller, mes beaux-parents, se tenaient là, des masques couvrant la moitié de leur visage, portant une petite valise. « Pourquoi êtes-vous ici » ai-je balbutié, choqué et inquiet. Ils vivaient dans le comté de Talbot, dans le Maryland, à des heures de route. Voyager pendant la pandémie était risqué, surtout pour des personnes âgées comme eux. Joseph avait environ 60 ans, grand et mince avec des yeux bienveillants. Anna se tenait à ses côtés, soignée et ordonnée, son regard chaleureux familier visible même derrière le masque. Ils sont entrés et la maison s'est soudainement sentie plus chaude. Joseph a enlevé son masque et a souri faiblement. Nous avons été prudents, mon fils. Masque, désinfection tout le long du chemin, Anna m'a serré légèrement dans ses bras, l'odeur familière de ses biscuits s'échappant d'elle. Je les ai conduits au salon et j'ai rapidement fait du thé. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais aucune idée de la raison de leur présence inopinée. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois à cause de la pandémie. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Pourquoi n'avez-vous pas appelé d'abord, ai-je demandé, la voix inquiète. Joseph s'est assis et m'a regardé sérieusement. Nous savons que tu as des difficultés. Daisy l'a mentionné brièvement. Mon cœur s'est serré. Daisy leur avait dit. Elle ne m'avait rien dit. La réunion a été courte et directe, fidèle à leur nature. Pas de détour. Joseph a sorti une épaisse enveloppe de sa poche et l'a posée sur la table. Prends cet argent, mon fils. Ça t'aidera à traverser cette période. J'ai pris l'enveloppe, les mains tremblantes. Je l'ai ouverte et mon cœur s'est arrêté. Des billets de dollars neufs et croustillants, soigneusement empilés. Exactement 50 000 $. J'étais abasourdi, les yeux écarquillés. Comment pouvez-vous me donner autant? D'où cela vient-il? Toutes sortes de pensées me traversaient l'esprit. Avait-il vendu des terres? Emprunté à un taux d'intérêt élevé? Joseph et Anna ont échangé un regard, une lueur d'inquiétude dans ses yeux à elle. Ne t'inquiète pas pour ça, a dit Joseph de sa voix calme et chaleureuse. Nous y avons réfléchi. Concentre-toi sur ton entreprise, mon fils. Pas besoin de poser trop de questions. Anna a hoché la tête. C'est vrai, gendre. Nous sommes une famille. Mais ils ont évité de répondre directement et cela m'a mis mal à l'aise. Je savais qu'ils n'étaient pas riches, juste une petite ferme à Talbot, vivant simplement. 50 000 $, ce n'était pas une petite somme pour eux. J'ai insisté, mais maman, papa, je ne peux pas accepter si ce n'est pas clair. Y a-t-il des conditions? Joseph a secoué la tête. Aucune. Nous t'aidons juste. La visite s'est terminée rapidement. Ils sont restés dîner, puis sont allés dans un hôtel voisin. Ne voulant pas déranger, je les ai raccompagnés, le cœur plein de gratitude mêlée d'inquiétude. Merci beaucoup de m'avoir aidé, dis-je, la voix étranglée. Ils m'ont serré dans leurs bras et sont partis dans la soirée. De retour dans le salon, je suis resté assis à regarder l'enveloppe, l'esprit en ébullition. Reconnaissant, c'était la bouée de sauvetage pour la salle de sport, mais anxieux. D'où venait l'argent? S'il souffrait à cause de moi, je le regretterais toute ma vie. Cette question a tourné dans ma tête tout l'après-midi.
Ce soir-là, quand Daisy est rentrée, je l'ai attendue dans la cuisine. « Tes parents sont venus nous rendre visite aujourd'hui, dis-je. » Elle a arrêté ce qu'elle faisait, s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. « Vraiment ? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» Je lui ai tout raconté, l'enveloppe de 50 000 $ et comment ils avaient esquivé mes questions sur la source. Je l'ai regardé, la voix baissant. « Je suis vraiment inquiet, chérie. Je ne sais pas d'où vient l'argent. Je ne veux pas le prendre si ça les met en difficulté. » Daisy s'est assise, silencieuse pendant un long moment. Ses yeux fixaient le lointain. Puis elle a soupiré. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Ils ont hypothéqué la ferme pour emprunter l'argent pour toi. Cela m'a frappé comme un éclair. Leur ferme. C'était leur gagne-pain. L'endroit où ils avaient vécu toute leur vie, élevé Daisy. Maintenant hypothéqué, ce qui signifiait qu'ils risquaient de tout perdre si l'argent ne pouvait pas être remboursé. J'ai serré Daisy fort, les larmes coulant. Pourquoi ferait-il ça? Je ne le mérite pas, Daisy m'a réconforté. Tu le mérites. Ils croient en toi parce qu'ils savent qui tu es. Je crois en toi aussi. Nous allons surmonter ça ensemble et les rembourser correctement, intégralement. Nous nous sommes tenus l'un l'autre et j'ai pleuré comme un enfant. Pour la première fois, j'ai vraiment ressenti ce sacrifice silencieux. Mes beaux-parents avaient misé leur vieillesse sur leur foi en moi. Leur gendre, même pas de leur sang. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, incapable de dormir. Le clair de lune brillait par la fenêtre, illuminant le visage endormi de Daisy. J'ai continué à comparer. Mes parents biologiques ont refusé froidement, me traitant comme un fardeau. Mes beaux-parents, ils ont sacrifié en silence, sans exigence ni condition. Joseph et Anna, ils ne me blâmeraient jamais. Ils m'accueilleraient toujours comme leur propre fils. Pour la première fois, j'ai réalisé que la famille n'est pas toujours là où l'on est. C'est là où les gens sont prêts à vous faire confiance quand vous êtes au plus bas. Cette pensée était comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Mais cela m'a aussi rendu plus déterminé. Je devais réussir, je devais les rembourser. Demain, j'utiliserai cet argent pour sauver la salle de sport. Mais la blessure de mes parents biologiques me faisait encore mal, et je savais que le voyage était loin d'être terminé. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Les premiers rayons de l'aube filtraient à travers les rideaux, brillant directement sur l'enveloppe, toujours intacte sur le bureau. Daisy dormait encore profondément, son visage paisible après une longue nuit épuisante. Je me suis fait une tasse de café, je me suis assis et j'ai pris l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes. 50 000 $, pas seulement un chiffre, mais le sacrifice silencieux de Joseph et Anna pour moi. La ferme du comté de Talbot, où ils avaient versé leur sueur et leurs larmes pendant tant d'années, était maintenant hypothéquée à cause de moi. Cette pensée m'a serré la poitrine comme si quelqu'un la pressait. Je ne pouvais pas les laisser tomber. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à agir. D'abord, j'ai appelé le propriétaire. « Madame, je vous transférerai l'argent aujourd'hui. Merci beaucoup de votre compréhension. » Sa voix semblait soulagée. « C'est super, Nick. Continue comme ça. » Ensuite, c'était la banque, pour rembourser le prêt d'équipement qui pesait sur moi comme une épée de Damoclès. Chaque clic de virement me semblait être un souffle de soulagement. J'ai mis de côté une partie pour l'entretien, l'achat de masques et de désinfectants, me préparant au jour où nous pourrions rouvrir. La salle de sport était toujours silencieuse, mais maintenant elle avait une chance de vivre. Dans les semaines qui ont suivi, la pandémie a continué, mais j'ai refusé de rester les bras croisés. Je suis passé en mode en ligne, filmant des vidéos d'entraînement à domicile et les postant sur YouTube et Facebook. Certains anciens membres ont répondu positivement. Merci beaucoup, Nick. Ces vidéos nous aident à nous entraîner à la maison. Elles sont faciles à suivre et motivantes. Les revenus des frais de vidéo ont commencé à arriver, juste assez pour survivre. Je savais que je n'étais pas encore sorti d'affaires. Tout ne pourrait vraiment changer que lorsque les restrictions seraient entièrement levées. Chaque soir, j'appelais Joseph et Anna. « Comment allez-vous, maman et papa ? J'ai utilisé l'argent et la salle de sport va beaucoup mieux. » Joseph a ri légèrement au téléphone, sa voix gentille et stable. « C'est bien, mon fils. Concentre-toi sur ton travail. Ne t'inquiète pas pour nous. » Anna se tournait pour demander des nouvelles de Daisy, son ton inquiet familier.
Comment mange ma fille ces jours-ci? N'oubliez pas de prendre soin de votre santé. Ne vous surmenez pas, ils ne m'ont jamais demandé quand je rembourserai l'argent. Ils n'ont jamais prononcé un mot de reproche. Cela me réchauffait le cœur et me laissait agité par la culpabilité. Quand j'ai envoyé les paiements mensuels avec des biscuits, des compléments alimentaires et d'autres cadeaux, j'ai dit doucement, je veux juste montrer ma gratitude. Anna a rapidement refusé. Nous allons bien. Garde-le pour ta propre petite famille. J'ai insisté. S'il vous plaît, acceptez-le pour que je puisse me sentir à l'aise. De cette façon, mon cœur se sent plus léger. Puis la pandémie a progressivement été maîtrisée. Les vaccins sont arrivés et le gouvernement a assoupli les restrictions. Les nouvelles à la télévision m'ont excité. Les entreprises non essentielles peuvent rouvrir à 50% de leur capacité. Je me suis lancé dans les préparatifs, nettoyant la salle de sport de fond en comble, espaçant les équipements, affichant des panneaux, maintenez une distance de 2 mètres. Le premier jour de la réouverture, mon cœur battait comme lors de mon premier rendez-vous avec Daisy. Seuls quelques anciens membres sont revenus, portant des masques et regardant autour d'eux avec prudence. Nick, tu es ouvert. Laisse-moi essayer une séance. J'ai hoché la tête et j'ai souri vivement. Entrez. J'ai tout nettoyé et désinfecté. Tout le monde peut s'entraîner en toute tranquillité. La fréquentation a augmenté lentement, de 5 personnes le premier jour à 20, puis 50. Ils sont revenus parce que la discipline de l'entraînement en personne leur manquait, pas seulement en ligne. J'ai donné des cours moi-même, guidant chaque personne. Gardez le dos droit. Respirez régulièrement. La sueur coulait, mais je me sentais de nouveau vivant. J'ai réduit le personnel, ne gardant qu'un seul entraîneur pour économiser les coûts. Je travaillais sans arrêt, ouvrant tôt le matin, fermant tard le soir, livrant des collations légères aux clients à midi. Daisy s'inquiétait. Repose-toi un peu. Si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser. Mais j'ai secoué la tête. Je dois pousser plus fort maintenant, chérie. La salle de sport commence à peine à revivre. Je ne peux pas m'arrêter. Le temps a filé. Près de 3 ans. 3 ans pleins de sueur, de larmes et d'espoir. La pandémie a reculé et le monde est revenu à la normale. La salle de sport n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Le nombre de membres est passé de 100 à 300, puis 500. J'ai ajouté des cours de yoga et de zumba, attirant les femmes et les personnes âgées. Les revenus se sont stabilisés et les bénéfices ont commencé à s'accumuler. J'ai commencé à rembourser les anciennes dettes une par une, la banque, les amis, et surtout Joseph et Anna. Chaque mois, je leur transférais une partie avec une note manuscrite. Merci, maman et papa. Je vous rembourse progressivement. Ils ont rappelé, leur voix toujours aussi douce. N'envoie pas trop. Occupe-toi d'abord de ta propre famille. Mais j'étais déterminé à rembourser. Les liquidités se sont stabilisées et la salle de sport fonctionnait sans problème. J'ai même osé investir dans de nouveaux équipements, des tapis de course modernes, des ensembles de poids multifonctionnels. Voir la salle de sport de nouveau animée, remplie de rires et de bavardages pendant les séances, me remplissait de fierté. Pendant tout ce temps, Daisy et moi avons vécu simplement. Nous ne faisions pas de folie. Cuisiner à la maison, pas de restaurant, faire les courses sobrement au marché, des promenades le week-end dans le parc. Nous nous sommes concentrés sur la construction de notre famille, rêvant d'enfants, d'une maison plus grande. Daisy enseignait toujours. Je dirigeais toujours la salle de sport. Mais chaque soir, nous nous tenions l'un l'autre et parlions de l'avenir. Nous n'avons pas pris l'initiative de contacter mes parents biologiques. Après ce refus amer, j'ai cessé d'appeler. Ils sont restés silencieux aussi. Pas de nouvelles, pas de félicitations. Occasionnellement, Harrison envoyait des SMS sporadiques, mais je répondais brièvement. La blessure couvait toujours. Je ne voulais pas la rouvrir. Au lieu de cela, j'ai déversé mon affection sur Joseph et Anna, envoyant des cadeaux de Noël, des appels vidéo hebdomadaires. Ils étaient comme de vrais parents, toujours encourageants, continue comme ça, mon fils. Nous sommes fiers de toi. Puis un jour, tout a changé de manière inattendue. C'était un après-midi d'automne frais. J'étais à la salle de sport, donnant personnellement un nouveau cours quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Un appel de Kenneth Collins, mon père biologique. Mon cœur a fait un bond.
La dernière fois que nous avions parlé, c'était il y a 3 ans dans cette maison où il m'avait sèchement refusé. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai répondu. Sa voix est venue immédiatement, sèche et directe. Nick, je dois te parler de quelque chose. Pas de salutations, pas de félicitations, pas de « comment vas-tu ?» Pas de « comment vont les affaires ?» Il est allé droit au but comme si j'étais juste quelqu'un à appeler en cas de besoin. Ton frère Harrison se marie, a-t-il continué. Le mariage doit être convenable, respectable pour maintenir la réputation de la famille. Il a fait une brève pause, puis a dit fermement, tu dois contribuer à hauteur de 150 000 $. Je me suis figé. Mes oreilles bourdonnaient. Les bruits de la salle de sport semblaient lointains. J'ai répété, la voix baissant, ai-je bien entendu? 150 000 $? Pourquoi tant, papa? Qui Harrison épouse-t-il? Il m'a coupé. La mariée vient d'une famille aisée. Ils font les choses en grand. On ne peut pas avoir l'air cheap. Tu comprends? Ce n'est pas juste un mariage, a-t-il ajouté comme s'il donnait une leçon. C'est un événement familial important. Il n'a pas mentionné le passé. Pas le moment où j'ai supplié pour 50 000 $ quand la salle de sport était au bord de la faillite. Pas les 3 ans où j'ai lutté seul, vendant ma voiture, portant des dettes, me battant jour après jour. C'était comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. J'ai dégluti et j'ai hésité. Mais 150 000 $, c'est bien au-delà de mes moyens. Je peux aider avec une partie, mais je ne peux pas me permettre autant. Sa voix s'est immédiatement aiguisée. Pourquoi toutes ces questions? C'est pour ton frère, pour l'honneur de la famille. Tu es stable maintenant. L'aider une fois ne devrait pas être un problème. Puis la voix de ma mère s'est ajoutée. Elle écoutait sur le haut-parleur. C'est vrai, mon fils. Maintenant que tu as du succès, aider Harrison est tout naturel. Les frères ne devraient pas être mesquins comme des étrangers. Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. Je me suis affalé sur une chaise, serrant fermement le téléphone. À ce moment-là, j'ai compris clairement. Aux yeux de mes parents biologiques, mon succès n'était jamais quelque chose dont il fallait être fier. C'était juste une ressource, un distributeur automatique mobile, quelque chose à retirer quand Harrison en avait besoin. Harrison, le frère toujours prioritaire, toujours protégé, allait se marier, et je devais payer pour cette façade. Mon cœur s'est emballé, le sang me montant à la tête. J'ai essayé de rester calme. Donnez-moi un peu de temps pour y réfléchir, maman et papa. Sans attendre de réponse, j'ai raccroché. Autour de moi, la salle de sport restait animée. Bavardage, rire, le cliquetis régulier des poids heurtant le sol. Mais j'étais assis là, isolé, à l'endroit même que j'avais construit, réalisant pour la première fois que l'appel n'était pas une demande. C'était une exigence. Ma main serrait toujours fermement le téléphone. L'écran était devenu complètement noir, mais les mots de mon père résonnaient encore, contribue à hauteur de 150 000 $. C'est ta responsabilité. Responsabilité? J'ai souri intérieurement, mais le sourire était amèrement douloureux. 3 ans de lutte, du bord de la faillite à des bénéfices stables. Tout construit de mes propres mains sans un seul mot d'inquiétude de leur part. Maintenant, quand Harrison, leur garçon en or, était sur le point de se marier, il revenait, traitant mon succès comme un portefeuille, prêt à être ouvert. Mon cœur battait la chamade. Le sang me montait à la tête. Mais je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai choisi le silence. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre exactement à quoi je faisais face. Cet après-midi-là, j'ai conduit plus lentement que d'habitude pour rentrer chez moi. Les rues de Dover étaient familières. Des rangées d'arbres avec des feuilles dorées éparses qui tombaient. Le vent d'automne frais sifflant par la fenêtre. Mais tout semblait brumeux, comme si le monde s'était réduit à cet appel téléphonique. 150 000 $, une somme énorme, assez pour ouvrir une nouvelle succursale, acheter une maison pour Daisy et moi, ou investir dans notre avenir. Mais pour le mariage d'Harrison, juste pour maintenir la réputation de la famille. J'ai pensé à lui. Harrison, 28 ans, toujours à la dérive avec des idées d'entreprise à moitié cuites, mais toujours gâté par nos parents. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, il s'est vanté de sa fiancée, la fille d'une famille aisée. Et maintenant, le mariage devait correspondre à ce statut. Je me suis garé sur le côté de la route,
j'ai coupé le moteur et je suis resté assis là un long moment. Non, je ne déciderai pas à la hâte. J'avais besoin de parler à Daisy, d'entendre ses pensées. Elle était toujours mon rock, la seule qui me comprenait vraiment sans jugement. Quand je suis rentré, l'odeur de la nourriture s'échappait de la cuisine. Daisy préparait mon ragoût de bœuf préféré. Elle s'est retournée avec un grand sourire, mais il s'est rapidement estompé quand elle a vu mon visage. « Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Je l'ai serré par derrière, respirant l'odeur familière de ses cheveux. Et puis nous nous sommes assis à table. Je lui ai tout raconté, ma voix calme, mais mon cœur turbulent. Mes parents ont appelé et ont exigé $150 000 pour le mariage d'Harrison. Ils ont dit que c'était ma responsabilité parce que j'ai du succès maintenant. Daisy a écouté, l'inquiétude brillant dans ses yeux, mais elle n'a pas réagi de manière explosive. Elle n'est pas du genre à exploser. Au lieu de cela, elle m'a posé une seule question, doucement mais vivement. Si tu étais de nouveau en difficulté, ferait-il la même chose pour toi ? Cette question m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Je suis resté silencieux, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait. Daisy n'a pas insisté. Elle est restée assise là, me caressant la main, attendant une réponse. Et puis, comme une digue qui se rompt, un flot de vieux souvenirs est revenu. Des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer profondément pour oublier afin de pouvoir avancer. Je me suis souvenu de mon enfance à Alexandria, la maison de 2 étages avec son jardin verdoyant luxuriant où tout semblait parfait à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était plein d'injustices silencieuses. En tant que fils aîné, j'ai toujours essayé de tout faire parfaitement, espérant juste rendre mes parents fiers. Quand j'ai ramené le prix de l'élève d'honneur en 5e année, papa a jeté un coup d'œil au bulletin et a hoché la tête faiblement. Bien. Continue comme ça. Pas de sourire, pas d'éloge supplémentaire. Mais quand Harrison est rentré avec un dessin griffonné, des couleurs étalées sur tout le papier, maman l'a immédiatement serré dans ses bras, sa voix pleine d'excitation. Oh, mon garçon talentueux. Ça montre une vraie promesse artistique. Mes réalisations étaient toujours considérées comme allant de soi, comme si j'étais né pour exceller. Mais Harrison n'avait qu'à faire les plus petites choses, débarrasser la table, marquer un but une fois, et il obtenait des éloges sans fin. Je me souviens de ces soirées où la famille se réunissait dans le salon. Papa se penchait en arrière sur sa chaise, parlant de l'avenir avec de grandes attentes. Harrison va certainement réussir un jour. Je crois en lui. Il a ce qu'il faut. Puis il se tournait vers moi, son ton désinvolte comme s'il cochait une case. Toi, tu es différent, Nick. Tu peux prendre soin de toi. On n'a pas à trop s'inquiéter pour toi. Ces mots, répétés au fil des ans, m'ont fait comprendre que dans cette famille, certains étaient nés pour qu'on attende d'eux et d'autres étaient nés juste pour avancer seuls. Puis il y a eu les fois où j'ai cédé. La première fois que j'ai vraiment remarqué le favoritisme, c'est quand j'avais 12 ans. Mes parents avaient économisé pour acheter un nouveau vélo, et j'étais excité parce que j'avais promis de l'utiliser pour des cours supplémentaires. Mais Harrison a pleuré et le voulait. Et maman a dit, il est plus jeune. Laisse-le l'avoir. En tant que grand frère, tu dois te sacrifier. J'ai serré les dents et je le lui ai donné, me sentant profondément blessé, mais n'osant pas me plaindre. L'attention était la même. Mes anniversaires étaient souvent oubliés ou juste un simple dîner de famille, tandis que ceux d'Harrison étaient des fêtes avec des amis. Il disait toujours que le plus jeune avait besoin de plus de soins, comme un mantra pour le justifier. J'ai grandi en pensant qu'être le grand frère signifiait donner sans rien attendre en retour. Le souvenir le plus récent, le moment où j'ai supplié pour de l'aide quand la salle de sport s'effondrait, est revenu plus clairement que jamais, comme un film au ralenti. La pandémie faisait rage, j'avais vendu ma BMW bien-aimée, emprunté à des amis, puis conduit jusqu'à Alexandria avec un faible espoir. Je demande juste à emprunter, pas un cadeau, avais-je dit, la voix tremblante. Mais papa a refusé catégoriquement. Les affaires sont risquées. Gère ça toi-même. Cet argent est mis de côté pour ton frère. Maman a eu un bref regard de culpabilité, mais est restée silencieuse. J'ai quitté la maison en me sentant rejeté, non seulement financièrement, mais en tant que fils. Maintenant, ces souvenirs se sont fondus avec l'appel d'aujourd'hui, me causant une profonde douleur. J'ai réalisé que pendant des années, j'avais toujours été le donneur, envoyant de l'argent à la maison quand j'ai commencé à travailler, cédant des opportunités d'emploi à Harrison,
restant même silencieux alors qu'il lui donnait la priorité. Mais je n'avais jamais été choisi quand c'était à mon tour d'avoir besoin d'aide. Chaque fois que j'étais en difficulté, il l'ignorait. Mais Harrison, toujours accueilli à bras ouverts. La question de Daisy a été comme un détonateur, et je suis resté assis là, l'esprit tourbillonnant. Nous n'avons pas dîné. Nous sommes restés assis tranquillement dans la cuisine, la faible lumière jaune brillant sur la table. Tu ne connais pas la réponse à ça, ai-je chuchoté, mais au fond de moi, je savais. Non, il ne le ferait pas. Pas comme la dernière fois ou la fois d'avant. Daisy m'a serré dans ses bras, sa voix calme mais ferme. Réfléchis-y bien. Quelle que soit ta décision, je serai là pour te soutenir. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'étais allongé à côté de Daisy, écoutant sa respiration régulière dans l'obscurité tandis que mon esprit était un enchevêtrement. Je me suis tourné et retourné, les yeux fixés sur le réveil. 2 heures du matin, puis 4 heures. Tout, du passé au présent, s'est accumulé en même temps, et la demande de $150 000 m'a semblé être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Soudain, j'ai compris quelque chose de très clair. Je ne leur devais plus rien. Mon succès a été construit par moi seul, à la sueur de mon front et après des années à être négligé. Ce n'était pas quelque chose à utiliser pour Harrison, ni le prix que je devais payer pour une soi-disant réputation familiale. Le lendemain matin, mes yeux étaient cernés par le manque de sommeil, mais mon esprit était clair. Je savais ce que j'allais dire. Je ne paierai pas pour le mariage d'Harrison. J'ai pris le téléphone, je suis resté immobile un moment, puis j'ai composé le numéro. Il a sonné un bon moment, assez longtemps pour que j'envisage de raccrocher. Mais ensuite, la voix de papa est venue, familière mais distante. « As-tu réfléchi ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai gardé une voix stable. « Maman, papa, j'ai bien réfléchi. Je ne peux pas et je ne veux pas répondre à cette demande. » Il y a eu un silence à l'autre bout pendant quelques secondes. Je savais qu'il se retenait. Puis sa voix est devenue lourde et dure. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Le mariage d'Harrison est une grande affaire de famille. Tu es son frère. N'as-tu aucune responsabilité ? » J'ai serré le téléphone plus fort. Je comprends que c'est important, mais le montant que vous demandez dépasse à la fois mes capacités et mes limites. La voix de papa s'est immédiatement élevée, sans plus de retenue. Tu vas bien maintenant. La salle de sport est rentable. Ta vie est meilleure qu'avant. Aider ton frère une fois. Qu'y a-t-il de si déraisonnable ? J'ai fermé les yeux et j'ai parlé lentement. Vous souvenez-vous d'il y a 3 ans, quand ma salle de sport était sur le point de faire faillite. J'ai demandé à emprunter $50 000, juste un prêt avec des papiers clairs, mais vous avez refusé. Papa a balayé ça d'un revers de la main. C'est du passé. Pourquoi en parler ? Mais pour moi, ça n'a jamais été du passé, ai-je répondu, la voix toujours égale. Je me suis débrouillé seul et je me suis relevé. Maintenant, je suis plus stable, mais ça ne veut pas dire que je dois me sacrifier à nouveau. J'ai entendu maman en arrière-plan, sa voix tremblante. Mon fils, ne sois pas si têtu. Harrison est ton frère. Il a besoin de toi en ce moment. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai continué. Je ne tourne pas le dos à Harrison. Mais je ne peux pas jeter cet argent juste pour les apparences. La voix de papa est devenue glaciale, chaque mot lourd. Si c'est comme ça que tu penses, alors à partir de maintenant, considère que nous n'avons plus de fils comme toi. Maman a fondu en larmes, sa voix se brisant. Nick, ne fais pas de mal à ta mère comme ça. Je suis resté silencieux quelques secondes, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que dire plus ne changerait rien. Si c'est votre choix, dis-je doucement, alors je l'accepte. J'ai raccroché. Assis au milieu de la salle de sport, avec les bruits des gens qui s'entraînaient et des poids qui claquaient régulièrement autour de moi, je me sentais vide. Ça faisait mal de perdre ma famille de sang. Mais en même temps, il y avait un sentiment clair de soulagement. J'ai compris que ce reniement n'était pas le résultat d'une seule dispute. C'était simplement la conséquence du fait que j'avais enfin osé exprimer quelque chose que j'avais gardé enfoui dans mon cœur depuis bien trop longtemps. Le téléphone est resté silencieux sur la table, ne vibrant plus. Pas de SMS suppliant de maman, pas de menace de papa, juste un silence lourd comme un mur invisible qui avait été érigé entre nous. Je me suis levé, essuyant la sueur de mon front, bien que je ne m'étais pas entraîné,
et j'ai essayé de me concentrer sur le travail. Un jeune membre a posé une question sur le programme des cours. J'ai forcé un sourire et j'ai répondu, mais mon esprit était ailleurs. Ce soir-là, quand je suis rentré, Daisy a remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude. Elle n'a pas posé de questions tout de suite. Elle m'a juste serré dans ses bras. Nous avons dîné dans une atmosphère faussement paisible, mais je savais que je devais lui dire. Quand j'ai eu fini, Daisy a simplement hoché la tête. Tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, on vit pour nous-mêmes. Les jours suivants se sont écoulés dans un brouillard. La salle de sport était toujours occupée, les revenus stables, mais je travaillais comme une machine. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de vide, fixant la vieille photo de famille sur le mur. Une photo de nous tous quand j'étais petit. Harrison souriant largement à côté de nos parents tandis que je me tenais légèrement à l'écart. J'ai pensé à effacer complètement ces souvenirs, mais j'ai laissé tomber. La vie a continué. J'ai appelé Joseph et Anna, leur envoyant des cadeaux de remerciement comme d'habitude. « Comment allez-vous tous les deux ? Comment vont les affaires ?» a demandé Anna chaleureusement. J'ai donné un bref aperçu du travail, évitant toute mention de mes parents biologiques. Ils n'ont pas posé de questions, comme s'ils comprenaient sans mots. Daisy et moi avons passé les week-ends à nous promener dans le parc, à parler de l'avenir, des enfants, d'un voyage quelque part. Mais au fond, la blessure couvait toujours. Je me demandais, m'avait-il vraiment renié, ou n'était-ce que des paroles de colère ? J'attendais avec anxiété un appel, mais rien n'est venu. Le silence s'est prolongé et ça faisait plus mal que n'importe quel reproche. Puis, quelques jours avant le mariage, l'invitation est arrivée. Une épaisse enveloppe, du papier glacé, envoyée par Harrison. Je l'ai ouverte, les mains tremblant légèrement. Vous êtes cordialement invité au mariage de Harrison Collins et Emily Thompson. Date, heure, lieu. Un hôtel de luxe à Alexandria, à quelques heures de route de Dover. Pas de mots personnels, juste une carte imprimée. Je me suis assis à la table de la salle à manger, la fixant, déchiré par des émotions contradictoires. Devrais-je y aller ou non ? Y aller pour prouver quoi ? Ce soir-là, alors que nous étions au lit, j'ai demandé à Daisy, j'ai reçu l'invitation au mariage d'Harrison. Devrais-je y aller ? Daisy a réfléchi un moment, me caressant le bras. Elle n'a pas conseillé de refuser ni parler durement. Elle a dit doucement, tu devrais y aller pour remplir ton devoir de grand frère. Va souhaiter bonne chance à ton frère, puis rentre à la maison. Ne les laisse pas penser que tu gardes encore rancune. Ces mots m'ont fait taire. Devoir de grand frère ? Oui. Après tout, Harrison était toujours mon frère. Mais y aller signifiait faire face à mes parents, faire face au reniement. J'y ai réfléchi pendant des jours, pesant chaque aspect. À la salle de sport pendant la journée, j'étais distrait, j'ai failli laisser tomber un poids. La nuit, je restais éveillé, imaginant le mariage. Mes parents, avec de faux sourires, Harrison se pavanant. Me mettrait-il dehors ou ferait-il semblant que rien ne s'était passé ? La tension montait comme une bombe à retardement. Finalement, après 3 nuits blanches, j'ai décidé d'y aller avec Daisy. Pas pour eux, mais pour moi, pour clore ce chapitre sans regret. Le jour du mariage est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Nous avons conduit jusqu'à Alexandria, Daisy dans une robe simple mais élégante, moi dans un costume noir soigné. L'atmosphère dans la voiture était lourde. « Ça va ?» a demandé Daisy, me serrant la main. J'ai hoché la tête. « Ça va, chérie. Juste un peu nerveux. » L'hôtel était magnifique, avec des lustres en cristal et des fleurs partout. La cérémonie était extravagante, bondée. Des centaines d'invités, des parents éloignés aux amis d'Harrison. Ça sentait l'ostentation et la fierté, exactement comme mes parents avaient parlé de la réputation de la famille. Des tables de banquet sans fin avec des fruits de mer frais, du vin cher, une scène avec un groupe de musique live. J'ai regardé autour de moi, l'amertume remplissant mon cœur. 150 000 $, probablement plus, pour payer ce spectacle. Harrison se tenait là, dans un costume blanc, rayonnant à côté de sa fiancée Emily, une belle fille d'une famille riche. Ils avaient l'air heureux, mais je me demandais, était-ce un vrai bonheur ou juste une façade ? Dès notre arrivée, la froideur était palpable. Mes parents biologiques se tenaient à l'entrée, saluant les invités, mais quand ils nous ont vus, papa s'est détourné, faisant semblant de parler à quelqu'un d'autre.
Maman a jeté un bref coup d'œil, ses yeux rouges, mais n'a offert aucune salutation, aucune présentation aux parents. Voici Nick, notre fils aîné. Ces mots n'ont jamais été prononcés. Nous étions seuls dans la foule, comme des invités non désirés. Des tantes et oncles éloignés nous regardaient avec curiosité, chuchotant derrière notre dos. C'est le frère d'Harrison. J'ai entendu dire qu'il n'a rien contribué au mariage. Ouais, c'est lui. Il a du succès, mais il est avare. Les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre, me serrant la poitrine. Daisy m'a serré la main. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Mais j'avais l'impression d'être au milieu de loups, attendant l'attaque. La cérémonie a commencé. Nous nous sommes assis dans les rangées du fond, pas dans la section familiale. Harrison et Emily ont échangé leurs alliances. Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi, mais mon cœur était en ébullition. Puis est venue la réception et les choses ont empiré. Pendant que nous nous mêlions aux invités, papa a délibérément fait des remarques sarcastiques. Se tenant près de nous, il a dit à voix haute à un oncle, « De nos jours, certaines personnes réussissent mais oublient leurs racines. Elles ne pensent qu'à elles-mêmes, pas à leurs frères. » Maman a ajouté d'un ton mi-reproche, mi-plaintif, « Les enfants grandissent, gagnent de l'argent et oublient les liens familiaux. Ils n'assument pas les responsabilités importantes pour leurs frères, laissant l'honneur de la famille en souffrir. » Elle a dit cela en me jetant un coup d'œil, me blâmant indirectement. J'ai enduré en silence, serrant les dents et ravalant ma colère, essayant de garder la face pour tout le monde, même ceux qui m'insultaient. Daisy a chuchoté, peut-être qu'on devrait partir. Mais j'ai secoué la tête. Attends encore un peu. Je veux féliciter mon frère. Mon cœur battait la chamade, la tension montait. S'arrêterait-il? Mais non, cela ne s'est pas arrêté au regard et au chuchotement. Au milieu de la réception, mon père, déjà éméché, le visage rouge de vin, s'est soudainement approché du groupe de musique. Avant que quiconque puisse réagir, il a arraché le micro au maître de cérémonie. La musique s'est arrêtée brusquement. La salle bruyante est tombée dans le silence. Écoutez-moi tous un instant, sa voix était pâteuse, mais assez forte pour remplir la pièce. Aujourd'hui est le grand jour d'Harrison. Mon plus jeune fils, a-t-il dit en levant son verre bien haut. Un jour de fierté pour notre famille. Puis il a fait une pause, ses yeux balayant la pièce comme s'il cherchait sa cible. Il a continué, sa voix s'assombrissant. Mais malheureusement, dans cette famille, il y a quelqu'un d'irresponsable, un traître. Quand la famille a eu besoin de lui, il a tourné le dos. La salle est devenue silencieuse. Les verres se sont figés en l'air. Tout le monde s'est tourné dans la direction de son regard. Il a pointé directement sur moi. C'est Nicolas, notre fils aîné, a-t-il dit, le mépris indubitable. Il va bien maintenant, il vit au crochet de sa belle famille, mais n'a pas pu contribuer un seul centime au mariage de son propre frère. Une vague de murmures a balayé les tables. Quelqu'un comme lui, a-t-il continué, la voix s'élevant, n'est pas digne d'être le fils aîné. Il n'est pas digne d'être ici aujourd'hui. Les mots ont atterri comme une bombe à retardement. J'ai senti le sang dans mes veines se glacer. Mes oreilles bourdonnaient. J'ai appuyé mes mains sur la table pour me lever. Mais à ce moment-là, Daisy s'est avancée devant moi. Elle se tenait droite, sans broncher, sa voix calme et assez claire pour que tout le monde l'entende. Vous dites que Nicolas est irresponsable, a commencé Daisy en regardant droit mon père. Mais s'il était vraiment irresponsable, il ne se serait pas relevé seul quand son entreprise s'est effondrée, il n'aurait pas porté la dette lui-même et n'aurait pas reconstruit son entreprise tout seul. L'air s'est figé. Daisy n'a pas jeté un coup d'œil vers moi. Elle a gardé les yeux sur mes parents. Ce n'est pas un traître, a-t-elle poursuivi lentement. Il choisit simplement de vivre avec intégrité, en rendant la gentillesse et la loyauté à ceux qui lui ont tendu la main quand il était au plus bas. Quelques personnes ont commencé à se tourner vers mes parents. Daisy a fait une pause, puis a prononcé la phrase qui a frappé exactement là où ils évitaient toujours. Certaines personnes exigent toujours des sacrifices, a-t-elle dit, mais ne se présentent jamais quand il a besoin d'eux. Qu'en pensez-vous? Mon père est resté abasourdi. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Ma mère est devenue pâle, la main sur la bouche, les yeux paniqués. Autour de nous, les chuchotements n'étaient plus feutrés. Certains hochaient la tête, d'autres détournaient tranquillement le regard. J'ai regardé Daisy.
Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une protection complète et inconditionnelle, quelque chose que je n'avais jamais eu de ma famille de sang. Elle se tenait là sans élever la voix, comme un bouclier entre moi et tout ce qui m'avait blessé pendant des années. La tension était suffocante. Harrison et Emily se sont précipités. Harrison a posé une main sur mon épaule, la voix basse, mais empreinte d'irritation. « Frère, belle-sœur, s'il vous plaît, partez plus tôt pour moi, pour éviter que les choses ne s'enveniment. C'est notre grand jour après tout. » Emily se tenait à ses côtés, hochant la tête, évitant mes yeux. J'ai regardé Harrison, mon frère, et j'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien entre nous que de la distance. Pas de remerciement pour être venu, juste une expulsion polie. Nous nous sommes retournés et avons quitté la réception au milieu de regards curieux. Personne ne nous a arrêtés. Derrière nous, la musique a repris. Vive et étrangère. Le mariage était somptueux, éblouissant, mais vide de vrais liens familiaux. Sur le chemin du retour, le vent froid fouettait par la fenêtre de la voiture. Daisy a posé sa tête sur mon épaule. « Tu es fier de moi ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. « Tu es tout pour moi. » Cette nuit-là, de retour à Dover, nous nous sommes tenus l'un l'autre pendant que nous dormions. Mais je savais que ce mariage n'était pas la fin. C'était le début d'une rupture complète. L'avenir qui s'annonçait comportait des incertitudes. Il pourrait y avoir des représailles. Il pourrait y avoir plus de douleur. Mais pour l'instant, j'avais Daisy. J'avais Joseph et Anna. Et je savais que c'était ma vraie famille. Dans les jours qui ont suivi le mariage, l'atmosphère de notre maison semblait enveloppée d'un brouillard silencieux. Daisy et moi avions essentiellement coupé tout contact avec mes parents biologiques. Pas d'appel, pas de message, rien du tout. Harrison a envoyé un bref SMS. « Merci d'être venu. » Mais je n'ai pas répondu. Je n'étais pas en colère contre lui. Il n'était qu'une victime de ce favoritisme. Mais j'étais épuisé par tout ce drame. Nous nous sommes reconcentrés sur nos propres vies. La salle de sport restait occupée. Daisy continuait d'enseigner en ligne, et nous passions nos soirées à cuisiner ensemble, à regarder des films, ou simplement allongés dans les bras l'un de l'autre, à bavarder de tout et de rien. Chaque fois que le téléphone vibrait, mon cœur se serrait, anticipant avec anxiété un appel d'Alexandria. Peut-être des excuses, ou pire, plus de reproches. Mais rien n'est venu. Le silence s'est prolongé, et c'était comme une confirmation. Nous nous étions vraiment perdus. Puis un matin, tout a changé. C'était une belle journée d'automne, des feuilles dorées tombant devant la fenêtre, une brise fraîche entrant dans la cuisine. Je préparais du café pendant que Daisy était assise à table, son visage un peu pâle, mais ses yeux pétillants. Elle m'a regardé avec un étrange sourire. « J'ai quelque chose à te dire. » Mon cœur a fait un bond. Son ton était si sérieux. Je me suis assis, tenant ma tasse de café chaud. « Qu'est-ce que c'est, chérie ?» Daisy a pris une profonde inspiration et a chuchoté, « Je suis enceinte. » La bonne nouvelle est arrivée discrètement, sans fanfare, mais elle m'a laissé abasourdi de bonheur. La tasse de café a failli me glisser des mains. « Vraiment ? Tu es sûr ?» Elle a hoché la tête et m'a tendu le test de grossesse, 2 lignes claires. J'ai serré Daisy dans mes bras, les larmes coulant sur mon visage de manière incontrôlable. On va avoir un bébé. Les rires mêlés aux larmes ont rempli notre petite cuisine. Pour la première fois après tant de tempêtes, j'ai eu l'impression que la vie ouvrait un nouveau chapitre, lumineux et plein d'espoir. Daisy a souri. Je le sais depuis quelques jours, mais je voulais être sûr avant de te le dire. Cette joie est venue avec de nouvelles responsabilités, et cela m'a fait réfléchir plus sérieusement à l'avenir. Avant, nous vivions simplement, louant une petite maison en périphérie de Dover, assez pour nous deux. Mais maintenant, avec un enfant en route, je ne pouvais plus laisser les choses incertaines. J'ai commencé à imaginer une maison stable avec une cour pour que l'enfant puisse jouer, une chambre séparée pour le bébé et un espace confortable pour notre famille. L'entreprise était progressivement devenue solide. La salle de sport n'a pas seulement survécu, elle s'est développée avec de nouvelles classes et des membres fidèles. Des liquidités régulières et des bénéfices mensuels m'ont permis pour la première fois de prendre une grande décision sans crainte. Fini les nuits blanches à calculer les factures. Fini les pensées obsédantes de faillite. Maintenant, je pouvais rêver plus grand. Achetons une nouvelle maison.
J'y pense depuis longtemps, ai-je dit à Daisy un soir alors que nous étions assis sur le balcon à regarder les étoiles. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Vraiment? On peut se le permettre? J'ai hoché la tête. J'ai assez économisé. On trouvera une maison pour nous et on se préparera pour notre nouveau membre de la famille. Nous avons convenu de chercher une petite maison unifamiliale tranquille en périphérie de Dover, un endroit avec de l'air frais près des parcs et des écoles. Pas un grand manoir tape à accent grave-l'œil comme le mariage d'Harrison. Juste une maison de 2 étages avec un jardin, 3 chambres, assez d'espace pour les enfants et les parents dans leur vieillesse. La décision d'acheter une maison ne visait pas à se montrer ou à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, pas à mes parents biologiques ou à ma famille. Il s'agissait simplement de construire une fondation à long terme pour notre petite famille. Nous avons passé les week-ends à chercher une maison, main dans la main, riant en imaginant. Cette chambre pour le bébé, je la peindrai en bleu, ou, le jardin pour que tu plantes des roses. Chaque visite faisait battre mon cœur d'excitation et d'inquiétude. Est-ce que ce serait bien? Et si l'économie changeait? Mais Daisy savait toujours comment me rassurer. Après quelques semaines, nous avons trouvé la maison parfaite. Des finitions en bois chaleureuses, une cuisine spacieuse et une vue sur un petit lac. En signant le contrat, ma main a tremblé sur le stylo. Mais mon cœur était rempli d'exaltation. Pendant les préparatifs, le nettoyage, l'achat de meubles, je pensais souvent à Joseph et Anna Miller, ceux qui avaient sacrifié en silence pour moi sans jamais rien exiger. La ferme du comté de Talbot, qu'ils avaient hypothéquée pour me prêter les $50 000 qui ont sauvé ma salle de sport. Maintenant que la vie était stable, je leur envoyais de l'argent plus régulièrement et je les appelais en vidéo chaque semaine. Comment allez-vous, maman et papa? On va bientôt avoir un petit enfant, ai-je partagé, et les yeux d'Anna se sont illuminés. Vraiment? On est si heureux. Joseph a souri gentiment. Félicitations à vous deux. Ils n'ont jamais mentionné l'argent, comme si cela n'était jamais arrivé, mais je me souvenais clairement et mon cœur était plein de gratitude. Après de nombreuses discussions tard dans la nuit avec Daisy, allongée dans le lit à chuchoter sur l'avenir, j'ai pris l'initiative. Je veux inviter maman et papa à vivre avec nous. En vieillissant, ce sera plus facile pour nous de prendre soin d'eux. Daisy a été surprise, les yeux remplis de larmes. As-tu bien réfléchi? J'ai hoché la tête. Oui, chérie. Ce n'est pas par obligation. C'est parce que je veux prendre soin d'eux. Ils m'ont tant donné, à moi et à notre famille. Daisy m'a serré fort dans ses bras, ému. Tu es si bon. Je suis fier de toi. J'ai appelé Joseph et Anna, la voix tremblante de nervosité. Maman, papa, Daisy et moi avons acheté une nouvelle maison. Elle est spacieuse. Viendriez-vous vivre avec nous pour que nous puissions prendre soin de vous plus facilement? Silence à l'autre bout. Puis la voix de Joseph, hésitante. Mon fils, on a peur d'être un fardeau. La ferme est toujours là. On y est habitué. Anna a ajouté, ton père a raison. On ne veut pas que tu t'inquiètes pour nous. Mais j'ai persisté. J'ai parlé lentement, essayant de transmettre mes vrais sentiments. Maman, papa, tout ce que je dis vient du fond de mon cœur. Je ne le fais pas par devoir. Je veux juste vous rendre votre gentillesse et prendre soin de vous tant que je le peux encore. Daisy a doucement rejoint l'appel, sa voix chaleureuse et sincère. Maman, papa, on a vraiment besoin de vous. Vous avoir près de nous nous mettrait à l'aise. Il y a eu un long silence sur la ligne. Puis la voix de Joseph est revenue, plus profonde et clairement émue. D'accord. Laisse-nous nous organiser. T'entendre dire ça nous réchauffe le cœur. La semaine suivante, Joseph et Anna sont venus voir la maison. En entrant dans le jardin, leurs yeux se sont naturellement illuminés. Anna a regardé autour d'elle et a dit doucement, comme si elle avait peur de briser le moment, la maison est si belle et paisible. Nous nous sommes tenus là, nous embrassant les uns les autres. À ce moment-là, je l'ai senti très clairement pour la première fois. La famille, ce n'est pas seulement là où l'on est. C'est là où les gens choisissent de rester à vos côtés. Et cette fois, je savais que ma famille était vraiment complète. La nouvelle maison est rapidement devenue un foyer chaleureux. Nous avons emménagé et arrangé des meubles simples, le vieux canapé confortable, une table à manger en bois, et une chambre pour Joseph et Anna avec vue sur le lac. Ils ont emménagé quelques semaines plus tard, n'apportant que quelques affaires de la ferme.
des plantes en pot, de vieilles photos et l'odeur familière de la pâtisserie maison. La vie a ralenti. Le matin, Joseph m'aidait à réparer la voiture. Anna apprenait à Daisy des recettes de famille. Pas de pression, pas de conditions. Personne ne demandait rien, juste du partage. Le ventre de Daisy grossissait, et nous rions quand le bébé donnait des coups de pied. Notre petit, 6 joueurs. Pour la première fois, j'ai vraiment senti que je construisais une famille où les liens n'étaient pas basés sur le sang, mais sur la gentillesse et la confiance. Joseph et Anna, ils n'étaient pas des parents de sang, mais ils avaient été là pendant mes moments les plus difficiles. Mes parents biologiques, ils étaient loin dans un silence plein de ressentiment. Je ne les détestais pas. J'étais juste triste. Mais maintenant, je choisissais les gens qui le méritaient. Dans mon cœur, le concept de piété filiale a pris une forme claire. Non pas rembourser ceux qui l'exigent, mais prendre soin de ceux qui ont sacrifié pour vous. Chaque soir, nous nous réunissions pour le dîner, Joseph racontant de vieilles histoires, Anna souriant doucement, Daisy caressant son ventre. J'ai regardé autour de moi, le cœur plein de chaleur, mais une pointe d'anxiété persistait. Mes parents biologiques le découvriraient-ils? Reviendraient-ils pour causer des problèmes? J'ai repoussé la pensée, me concentrant sur le présent. La vie coulait maintenant comme une rivière douce, mais je savais que des tempêtes pouvaient arriver à tout moment. Noël est arrivé rapidement, apportant une couverture de neige blanche devant les fenêtres et le froid vif de Dover. Notre nouvelle maison, une maison de 2 étages avec un grand jardin, était remplie d'une atmosphère chaleureuse mais humble. Nous n'avons pas accroché de lumières éblouissantes à un immense sapin de Noël, ni organisé une grande fête avec des amis. Juste des décorations faites à la main, une couronne qu'Anna avait fabriquée avec des branches de pin cueillies dans la cour, des ornements en papier que Daisy avait peints elle-même, et des chaussettes tricotées maladroites mais sincères de Joseph. Le matin de Noël, nous nous sommes réveillés tôt, avons préparé du chocolat chaud et nous nous sommes assis autour de la cheminée à raconter des histoires. Le ventre de Daisy était maintenant bien rond. Elle portait un pull ample et rayonnait alors que le bébé donnait de légers coups de pied. Notre petit, 6 joueurs, tout comme son père quand il était jeune, a taquiné Anna, et tout le monde a éclaté de rire. C'était le premier Noël où je me sentais vraiment en paix. Pas de soucis de facture, pas de hantise du passé, surtout avec Daisy enceinte et notre petite famille se formant jour après jour. Joseph a ouvert son cadeau, une nouvelle veste que j'avais achetée, et ses yeux ont pétillé. Merci, mon fils. Anna a serré Daisy dans ses bras. J'ai hâte que le petit enfant arrive. J'étais assis là, le cœur plein de gratitude, pensant qu'enfin la vie avait été juste avec moi. Mais cette paix a été soudainement brisée comme un courant d'air froid soufflant par une porte entr'ouverte. C'était en fin d'après-midi de Noël, la neige tombait drue, le vent hurlait dehors. Nous étions réunis autour de la table pour un simple dîner de poulet rôti et de pudding fait maison par Anna quand on a frappé à la porte. Fort et insistant, pas le tapotement amical d'un voisin. Mon cœur s'est serré. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Je suis allé à la porte moi-même. En l'ouvrant, je me suis figé. Kenneth et Louise Collins, mes parents biologiques, se tenaient là, leurs manteaux saupoudrés de neige, les visages rougis par le froid. Sans prévenir, sans y être invités, ils sont entrés sans attendre, apportant avec eux une légère odeur d'alcool et un air évident de surveillance jalouse. Les yeux de papa ont immédiatement balayé la maison, les parquets en bois poli, la cheminée chaleureuse, les meubles simples mais confortables, et enfin la présence de Joseph et Anna à table. Alors, c'est ta nouvelle maison. Assez luxueuse, hein, a-t-il dit, le sarcasme dégoulinant de ses premiers mots. J'ai essayé de rester calme, fermant la porte, mon cœur battant la chamade. Pourquoi cette visite soudaine? Entrez. Il fait froid. Ils sont entrés, enlevant leurs manteaux, mais l'atmosphère dans la maison est soudainement devenue lourde comme du plomb. Daisy s'est levée pour les saluer, sa grossesse bien visible, mais mes parents n'ont fait qu'un signe de tête froid. Anna et Joseph ont échangé un regard et les ont poliment invités à s'asseoir, mais la tension était palpable. Papa s'est assis, ses yeux balayant la pièce. Regarde-toi vivre la grande vie maintenant. Grande maison, belle chose. Tu achètes la loyauté des gens, hein? Tu montres ta richesse comme ça? Ces mots ont coupé comme un couteau, visant clairement Joseph et Anna, comme s'ils étaient la loyauté achetée. Maman a ajouté d'un ton de reproche, en jetant un coup d'œil à Daisy. C'est vrai. Depuis que tu as commencé à dépendre de la famille de ta femme,
tu as tourné le dos à ta vraie famille. Pas d'appel, pas de nouvelles, et maintenant tu as même fait emménager tes beaux-parents. Que sommes-nous pour toi? Mon cœur s'est emballé, le sang me montant à la tête. L'air dans la pièce s'est rapidement épaissi, tendu comme une bombe à retardement. Je pouvais sentir chaque regard, chaque respiration lourde, comme si un mot de travers ferait tout exploser. J'ai essayé de rester calme, baissant la voix autant que possible tout en la gardant claire et ferme. S'il vous plaît, asseyez-vous et parlons, mais laissez-moi dire ceci d'abord. J'ai besoin d'un respect de base dans cette maison. Daisy est enceinte, et je ne tolérerai aucun mot ou acte qui la blesse, elle ou qui que ce soit ici. Joseph et Anna étaient assis tranquillement sur le canapé. Je pouvais voir l'inquiétude dans leurs yeux, le malaise de personnes qui ne faisaient pas partie de ce conflit, mais qui y étaient entraînées malgré elles. Anna a doucement serré la main de son mari. Joseph a baissé les yeux, évitant le regard de mon père. Ils n'ont rien dit, mais leur silence était plus lourd que n'importe quelle réfutation. Mon père a laissé échapper un rire méprisant, court et dégoulinant de moquerie. Respect? Tu tournes le dos à ta famille, à ton frère, et maintenant tu me parles de respect. Les accusations ont fusé sans relâche, sans preuve ni écoute. Il a fulminé sur mon ingratitude, ma trahison, le fait de vivre au crochet de la famille de ma femme, de déshonorer le nom de la famille. Chaque phrase était comme une lame émoussée, ne tuant pas instantanément, mais coupant profondément et prolongeant la douleur. Puis tout a dégénéré. Papa s'est levé d'un bond de sa chaise. Son visage était rouge, la forte odeur d'alcool remplissant l'air. Il s'est tourné vers Joseph et Anna, le bras levé et tremblant de rage. Il a craché, la voix pleine de mépris. Et vous deux, vous pensez qu'hypothéquer votre ferme et jeter de l'argent par les fenêtres vous achète le fils de quelqu'un d'autre? Je suis son vrai parent. La pièce a semblé perdre tout son air à cet instant. Joseph est devenu pâle, les lèvres serrées. Anna a couvert sa bouche, les yeux rouges de douleur et d'indignation. Daisy s'est instinctivement interposée devant moi, se protégeant comme une barrière, les mains sur son ventre, la voix tremblante mais claire. S'il vous plaît, arrêtez. C'est notre maison. N'insultez pas mes parents. C'en était assez pour enflammer complètement la rage de mon père. Il s'est précipité vers la table, balançant son bras et brisant les décorations de Noël. La couronne est tombée au sol. Les ornements en papier se sont brisés. Les tasses de chocolat chaud ont été renversées. Du liquide sombre s'est répandu sur le bois. Les bruits aigus de bris ont résonné. L'odeur de cacao mêlée à celle de l'alcool a plongé la maison dans le chaos. Daisy a reculé de peur, trébuchant en arrière. Elle a failli tomber, serrant fermement son ventre, le visage pâle de terreur. Ce moment est devenu la limite finale pour moi. Je me suis avancé, bloquant complètement Daisy et Joseph. Ma voix est tombée, basse, froide et résolue. Assez. Sortez de ma maison. Maintenant. Papa a continué à crier derrière, mais je n'entendais plus clairement les mots. Je ne sentais que le chaos qui se propageait et ma responsabilité de protéger ceux qui étaient derrière moi. Si vous ne partez pas, ai-je poursuivi en sortant mon téléphone, j'appellerai la police. Cette fois, papa m'a regardé longuement. Ses yeux injectés de sang, n'étaient plus ceux d'un père, mais de quelqu'un complètement hors de contrôle. Il s'est retourné, entraînant maman vers la porte, lançant une dernière remarque amère. Tu n'es plus mon fils. La porte a claqué dans la nuit glaciale de Noël. Dehors, la neige tombait drue, le vent hurlant en rafales comme des lamentations. À l'intérieur, tout est tombé dans un silence de mort. Je suis resté figé sur place, respirant lourdement. Mon cœur était un enchevêtrement d'émotions, colère, douleur, perte. Mais sous tout cela, il y avait un sentiment clair et indéniable. À partir de ce moment, j'ai compris que la famille que je choisissais de protéger n'avait pas de place pour ceux qui causaient du mal, peu importe le titre qu'ils portaient. Je me suis retourné pour regarder Daisy et mes beaux-parents. Ils étaient toujours là, secoués, effrayés, mais en sécurité. Et pour la première fois, j'ai su que j'avais choisi le bon côté. La porte s'est refermée derrière mes parents biologiques avec un claquement retentissant qui a résonné dans la nuit glaciale de Noël, comme une fin irréversible. La neige tombait drue dehors, le vent hurlant à travers les fissures. Mais à l'intérieur de la maison, l'atmosphère est restée lourde, comme un nuage sombre qui ne s'était pas dissipé. Je suis resté là un moment, respirant lourdement, ma main serrant toujours le téléphone,
prêt à appeler la police s'il revenait. Mais il n'y a plus eu de coups, seulement le crépitement de la neige sur le toit. Je suis retourné dans le salon où les débris des décorations de Noël gisaient éparpillés sur le sol. Des morceaux brisés de la couronne, du cacao renversé qui formait des flaques partout, et la légère odeur persistante d'alcool de mon père. Daisy était assise sur le canapé, les mains agrippant son ventre de femme enceinte, le visage pâle et tremblant. Joseph et Anna se tenaient à ses côtés, lui tapotant l'épaule, elle chuchotant des prières. « Ça va, chérie ?» Je me suis précipité vers Daisy, m'agenouillant devant elle, caressant doucement son ventre. Elle a hoché la tête faiblement. « Ça va. Juste peur. » Mais soudain, son visage s'est tordu de douleur, ses mains serrant plus fort son ventre. « Nick, j'ai tellement mal au ventre. Je crois que je suis en train d'accoucher. » Les contractions sont venues vite et intensément, incontrôlables. Daisy s'est recroquevillée, haletant, la sueur perlant sur son front. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai immédiatement réalisé que Daisy entrait en travail prématurément, avec 2 semaines d'avance. Le médecin avait dit que le bébé arriverait au début de la nouvelle année. Mais maintenant, en cette nuit de Noël, après le chaos qui venait de se dérouler, son esprit était encore sous le choc. « Daisy, tiens bon, chérie !» ai-je crié, la voix tremblante. Il n'y avait pas de temps pour la panique ou pour s'attarder sur ce qui s'était passé. Je me suis tourné vers Joseph et Anna. « Maman, papa, aidez-moi. On doit l'emmener à l'hôpital maintenant. » Joseph a hoché la tête, son visage pâle mais composé. « Je vais chercher la voiture. » Anna s'est précipitée pour chercher un manteau pour Daisy, sa voix tremblante. « Reste calme, ma chérie. Dieu te protégera. » Nous avons rapidement aidé Daisy à se lever, l'enveloppant dans une couverture chaude. Son ventre se contractait sans relâche. Des gémissements de douleur remplissaient la maison. Je l'ai portée jusqu'à la voiture, la neige tombant sur nos têtes, le vent mordant froid contre notre peau. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Comment avais-je pu laisser un conflit familial l'affecter à un moment si vulnérable? Nous avons foncé vers l'hôpital le plus proche, à environ 15 minutes. La nuit de Noël était glaciale. Les rues étaient vides, éclairées seulement par de faibles lampadaires et recouvertes de neige blanche. J'ai appuyé sur l'accélérateur, les mains agrippant le volant, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à Daisy allongée à l'arrière. Joseph soutenant sa tête, Anna priant sans cesse. « Reste calme, chérie. Respire profondément », la rassurai-je, essayant de garder une voix stable malgré la peur qui me serrait le cœur. L'hôpital est apparu dans l'obscurité, ses néons brillant vivement. J'ai freiné brusquement à l'entrée des urgences et j'ai crié « à l'aide ». Ma femme est en travail prématuré. Des infirmières se sont précipitées avec un fauteuil roulant pour Daisy. Combien de semaines? Des complications, ont-elles demandé rapidement en l'emmenant. 32 semaines, mais elle vient de subir un choc, ai-je répondu, la voix paniquée. Daisy a été emmenée directement en salle d'accouchement. Les portes se sont refermées derrière elle. Joseph, Anna et moi sommes restés dans le couloir de l'hôpital, attendant dans une anxiété totale. Le couloir était froid et stérile, rempli de la forte odeur de désinfectant et du bip des machines. Je faisais les 100 pas, les mains serrées, la sueur froide coulant malgré le froid. « Mon fils, assieds-toi » a dit Joseph, essayant de rester calme pour m'encourager. Il m'a tapoté l'épaule. « Daisy est forte et Dieu veillera sur elle. » Anna était assise à proximité, égrenant son chapelet, priant sans cesse. « Seigneur, s'il vous plaît, protégez ma fille et son bébé » chuchotait-elle encore et encore, les yeux fermés. Je me suis assis, l'esprit en ébullition. Combien de temps s'était écoulé? 1 heure? 2? Chaque minute semblait un siècle. J'ai pensé au bébé, si petit, pas à terme. Tout irait-il bien? Et Daisy, combien de douleurs endurait-elle? Le remords a de nouveau surgi. La nuit de Noël était censée être paisible. Maintenant, elle s'était transformée en cauchemar à cause de mes parents biologiques. Après des heures de tension, 3 heures interminables, les portes de la salle d'accouchement se sont ouvertes. Le médecin est sorti, enlevant son masque avec un sourire fatigué. Félicitations. C'est une petite fille en bonne santé. La mère et l'enfant sont saufs. Le premier cri du nouveau-né a résonné de l'intérieur, brisant toute peur et épuisement. Mon cœur a éclaté.
Les larmes ont coulé sur mon visage. Anna a remercié Dieu et a pleuré aussi. Joseph m'a serré fort dans ses bras. On nous a permis d'entrer pour les voir. Daisy était allongée là, épuisée mais radieuse, les cheveux humides de sueur, les yeux brillants. « Nick, laisse-moi voir notre fille », a-t-elle chuchoté en me serrant la main. L'infirmière a apporté le bébé, un tout petit être, la peau rose, les yeux bien fermés, pleurant doucement. Pour la première fois, j'ai tenu notre enfant dans mes bras, l'approchant pour que Daisy la voie, ressentant un sentiment écrasant de responsabilité et d'amour que je n'avais jamais connu auparavant. Elle était si légère, si chaude, et j'ai chuchoté, « Vivien, la petite fille de papa ». C'était le nom que nous avions convenu il y a longtemps, une promesse d'un nouveau départ. Vivien, signifiant « vie », après toutes les tempêtes. Daisy m'a tenu la main et a chuchoté, toute cette douleur en valait la peine. Regarde comme elle est adorable. J'ai hoché la tête, les larmes coulant. Mes beaux-parents se tenaient tranquillement, regardant leur petite fille, les yeux embués de fierté et d'accomplissement, ne disant rien mais rayonnant de contentement. Joseph a doucement caressé les cheveux du bébé. Elle ressemble à Daisy quand elle était petite. Anna a pleuré des larmes de joie. La petite chambre d'hôpital est devenue le monde paisible de notre famille, complètement séparée des conflits extérieurs. Nous sommes restés assis là, oubliant la nuit de Noël chaotique, oubliant mes parents biologiques, oubliant la neige froide derrière les fenêtres. Il n'y avait que Vivien, notre petit bébé, pleurant pour du lait, et des rires doux remplissant l'air. Dans les jours qui ont suivi, l'hôpital est devenu notre maison temporaire. Daisy avait besoin d'être surveillée à cause de l'accouchement prématuré, et Vivien aussi. Elle était petite mais forte, ayant juste besoin de chaleur supplémentaire. J'ai pris quelques jours de congé de la salle de sport pour rester à l'hôpital à plein temps. J'ai savouré chaque moment simple. Changer la couche de Vivien avec des mains maladroites mais aimantes, lui chanter une berceuse de ma voix rauque, la regarder bâiller, voir Daisy sourire faiblement mais rassurer en allaitant notre fille. Elle te ressemble, a taquiné Daisy, et nous avons ri. Joseph et Anna se relayaient pour apporter de la nourriture de la maison. De la soupe de poulet chaude, des fruits frais. Mange, ma chérie. Reprends des forces, disait Anna, ses yeux brillants de bonheur. Ces moments étaient comme un médicament guérisseur, effaçant les souvenirs de la dispute. J'ai pensé à l'avenir, rentrer à la maison avec Vivien, lui apprendre à marcher, la regarder sourire. Je croyais que les plus grandes tempêtes étaient passées, que désormais notre petite famille ne connaîtrait que la paix. Fini les parents biologiques, fini le drame, juste de l'amour pur. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que ce rare sentiment de plénitude n'était qu'une brève accalmie. Je pensais avoir enfin protégé ma famille, mis tout en ordre. Mais cette paix était plus fragile que je ne l'imaginais. Juste au moment où je me suis permis de pousser un soupir de soulagement, une grave crise attendait tranquillement, prête à frapper ma vie à tout moment. Les premières semaines avec Vivien se sont déroulées comme un doux rêve, entrecoupées de nuits blanches et d'une joie sans fin. Notre petite fille, avec ses grands yeux ronds et ses larges sourires quand elle était pleine de lait, était devenue le centre de notre monde. Daisy s'est rapidement remise de l'accouchement prématuré, bien qu'elle soit encore fatiguée des nuits où Vivien pleurait pour être nourrie. J'ai pris quelques jours de plus de congé de la salle de sport, déléguant à mon entraîneur de confiance pour consacrer tout mon temps à la famille. Chaque matin, je me réveillais tôt, préparais le lait de Vivien et la regardais gazouiller dans le berceau en bois que Joseph avait fabriqué à la main. « Dors bien, la fille de papa », chuchotais-je, le cœur plein de chaleur. Anna aidait Daisy à cuisiner du porridge nutritif, sa voix douce. « Mange, ma chérie. Reste forte pour le bébé. » Joseph s'occupait de réparer de petites choses dans la maison, le robinet qui fuyait, la fenêtre qui grinçait, souriant gentiment. C'est une nouvelle maison. Elle a besoin d'un peu de soin. Nous vivions à un rythme plus lent, sans précipitation ni pression. La maison en périphérie de Dover était vraiment devenue notre foyer, avec son jardin verdoyant et le lac scintillant sous le soleil de printemps. Un mois s'est écoulé en un clin d'œil. Vivien était devenu plus potelé, ses joues roses, et nous avons décidé d'organiser une petite fête pour son premier mois, non pas pour nous montrer, mais simplement pour marquer cette étape de notre parcours de parents. La fête était intime, organisée dans notre nouvelle maison avec peu d'invités, juste la famille proche et une poignée d'amis, 2 entraîneurs de la salle de sport, une collègue de Daisy et un couple de voisins sympathiques. Nous avons décoré simplement, des ballons rose pâle suspendus lâchement, une table à manger avec un gâteau fait maison. Anna l'a cuit,
Daisy l'a décorée avec des fruits frais. Pas de vin cher, pas de musique forte, juste des rires joyeux et l'arôme des pâtisseries remplissant l'air. Daisy portait une robe ample, tenant Vivien, rayonnante. Aujourd'hui, c'est ton jour, ma chérie. Le bébé dormait paisiblement dans les bras de tout le monde, ses joues potelées inconscientes d'être la star de la fête. Le rire de Daisy a retenti alors qu'elle racontait les pleurs nocturnes de Vivien. Au milieu de la nuit, elle se réveille en pleurant et Nick tâtonne, mettant la couche à l'envers. Tout le monde a éclaté de rire. Joseph a applaudi, « Mon fils, j'étais pareil à l'époque. » Anna regardait sa petite fille avec des yeux embués et heureux. Elle ressemble à Daisy quand elle était petite. La vue de Vivien dormant profondément, passant de bras en bras, a rempli la maison de vie. Je me tenais dans un coin, observant la scène avec un rare sentiment d'accomplissement. Les derniers mois tumultueux, de la pandémie au rejet par mes parents biologiques, en passant par le mariage chaotique et le Noël désastreux, me semblaient maintenant lointains. Croyant que notre petite famille était enfin entrée dans un chapitre paisible, je me suis dit, j'ai réussi. Rien ne peut plus détruire ça. Nous avons coupé le gâteau, porté un toast à la santé de Vivien, et la fête s'est terminée par des rires chaleureux. En partant, les amis ont dit, ta famille est si heureuse, Nick. J'ai serré Daisy dans mes bras. Merci pour tout. La nuit tombait, tout le monde s'est progressivement retiré. Joseph et Anna sont allés dans leur chambre au rez-de-chaussée, fatigués mais contents. La journée a été longue. Bonne nuit, mon fils. Daisy a endormi Vivien dans notre chambre. Le bébé a gazouillé un instant avant de s'endormir. J'ai éteint les lumières, je me suis allongé à côté de ma femme, écoutant la respiration régulière de la mère et de la fille. La maison s'est installée dans un silence rare après une journée riche en émotions. Dehors, une douce brise printanière faisait bruire les feuilles. Je suis resté éveillé un moment, pensant à l'avenir. Comment Vivien grandirait-elle, joueuse ou douce? La salle de sport était florissante. Peut-être que j'ouvrirais une nouvelle succursale. Rempli d'espoir, j'ai fermé les yeux et je suis tombé dans un sommeil profond. Mais vers minuit, mon téléphone a soudainement sonné, la vibration perçant le silence. Je me suis réveillé en sursaut, attrapant le téléphone sur la table de nuit. L'écran affichait Louise Collins, ma mère biologique. Mon cœur a fait un bond. La dernière fois que nous avions parlé, c'était cette nuit de Noël chaotique où elle avait pleuré et supplié avant qu'on lui demande de partir. Maintenant, au milieu de la nuit, que pouvait-elle vouloir? J'ai hésité, mais j'ai répondu. Pourquoi appelles-tu si tard? Sa voix est venue, tremblante et brisée, pas cohérente. Nick, toi et la famille. Soyez prudents. Sortez de la maison maintenant. Il n'y a pas de temps. Ces mots étaient hésitants, paniqués, mêlés à une respiration lourde. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi devons-nous partir? Je me suis assis, la voix pressante, mais elle n'a fait que répéter, sortez maintenant. Écoute-moi. Puis l'appel s'est coupé brusquement, laissant un long bip. J'ai rappelé immédiatement, mais ça a sonné sans fin, sans réponse. Un malaise indescriptible m'a envahi comme une ombre enveloppant tout. Ma mère nous avertissant. Quel danger? J'ai secoué Daisy. Réveille-toi, chérie. Quelque chose d'étrange se passe. Mais avant qu'elle ne puisse se réveiller complètement, quelques secondes plus tard, j'ai senti une odeur âcre et étrange. Une fumée âcre et brûlante se propageant depuis le rez-de-chaussée. Mon cœur battait la chamade. L'adrénaline a monté. Je me suis précipité dans le couloir et j'ai regardé en bas des escaliers. De la fumée montait de l'étage inférieur, épaisse et noire. J'ai crié, au feu, ma voix résonnant. Pas le temps de penser à l'appel de ma mère ou à la raison de l'apparition de la fumée. Je me suis précipité dans la chambre pour réveiller Daisy, qui tenait Vivien. Réveille-toi. Vite. On doit sortir. La maison est en feu. Daisy s'est réveillée en sursaut, les yeux écarquillés de panique. Elle a serré le bébé pendant que je courais vers la chambre de Joseph et Anna, frappant à la porte. Maman, papa, réveillez-vous. La maison est en feu. Joseph s'est levé d'un bond, le visage cendré. Anna tremblait en enfilant un manteau. J'ai ordonné à tout le monde de sortir immédiatement par la sortie de secours arrière, la sortie de secours que j'avais conçue en achetant la maison pour des situations comme celle-ci. Suivez-moi par l'arrière. Une épaisse fumée a rapidement rempli les couloirs,
nous piquant les yeux et nous faisant tousser violemment. L'alarme incendie a retenti de manière perçante dans la nuit, stridente comme un glas. J'ai pris Vivien des bras de Daisy, la couvrant d'une couverture, le bébé pleurant sous le choc. Soutenant Daisy, qui était encore faible de l'accouchement, tout en pressant Joseph et Anna d'avancer aussi vite que possible. « Dépêche-toi, papa. Ne regarde pas en arrière. » Nous avons couru dans le couloir arrière, une épaisse fumée noire s'échappant derrière nous. Joseph toussait sèchement. Anna lui serrait la main. « Tenez bon » a crié Daisy. « Est-ce que notre bébé va bien ?» J'ai rassuré ma femme. Elle a juste peur. On va s'en sortir. Toute la famille s'est échappée saine et sauve de justesse par la porte arrière menant au jardin, debout, frissonnant dans la nuit froide, les restes de neige de Noël nous engourdissant les pieds. Nous avons regardé en arrière. Des flammes s'élevaient férocement de l'étage inférieur, dévorant la maison qui venait d'être remplie de rire. Le feu rugissait, rouge, une épaisse fumée noire s'échappant dans le ciel, des explosions de bruit de craquement provenant des meubles en feu. Daisy a serré Vivien fort dans ses bras, en larmes. Joseph et Anna se tenaient figés, stupéfaits, ne comprenant pas encore ce qui se passait. Notre maison, réduite en cendres, a chuchoté Anna, la main sur la bouche. Je suis resté immobile, l'appel téléphonique de ma mère résonnant dans mon esprit comme un avertissement tardif. Que savait-elle? Pourquoi avait-elle appelé au bon moment? Mais ce n'était pas le moment de réfléchir. J'ai appelé les pompiers. Allô? Notre maison est en feu. L'adresse. Des sirènes ont retenti au loin. Dans la lumière rougeoyante se reflétant sur le visage de notre petite fille, Vivien pleurant, les joues rouges, j'ai réalisé que ce que je venais de perdre n'était pas seulement la maison, mais le fragile sentiment de sécurité que je pensais avoir enfin obtenu. Nous étions là, dans le jardin, sur une fine couche de neige persistante de l'hiver. Le vent froid mordant notre peau, regardant notre maison, le symbole de notre nouveau départ, consumé par les flammes. J'ai serré Daisy contre moi et j'ai chuchoté, « C'est bon, chérie. Tant qu'on est en sécurité, c'est tout ce qui compte. » Mais à l'intérieur, mon esprit était en ébullition. L'appel téléphonique de ma mère biologique résonnait encore. Elle nous avait prévenus. Mais pourquoi? Que savait-elle? Était-ce un accident ou un acte délibéré? L'anxiété a déferlé comme une vague. Et je savais que cette nuit n'était que le début d'un autre cauchemar. La scène de l'incendie a été bouclée cette nuit-là même. Les pompiers sont arrivés rapidement, projetant des jets d'eau blanc pour éteindre le brasier. Leurs cris résonnaient dans l'air de minuit. Ils ont maîtrisé le feu à temps pour que la maison ne s'effondre pas entièrement, mais les dégâts étaient graves dans le garage et le couloir arrière où l'incendie avait commencé. La machinerie et les objets dans le garage étaient calcinés, les murs noircis par la suie, l'odeur âcre de la fumée imprégnant tout. La police a bouclé la zone, les flashs des appareils photo crépitant alors qu'ils documentaient la scène. Un enquêteur, un homme d'âge moyen, grand et mince avec des yeux vifs, s'est approché de nous immédiatement. « Monsieur Collins, nous avons besoin d'une déclaration préliminaire. » Je lui ai tout raconté. La fête du 1er mois, l'étrange appel de ma mère, l'odeur de brûlé, puis la fumée. Il a pris des notes, la voix grave. Cela ne ressemble pas à un accident normal. Nous allons enquêter. On nous a emmenés dans un hôtel voisin pour un hébergement temporaire. Le lendemain matin, l'enquêteur est revenu avec les premières conclusions. Signe d'incendie criminel. Ils ont détecté des traces d'accélérateur comme de l'essence ou de l'huile dans le garage. Un point d'allumage non naturel avec des preuves de départ intentionnel, pas de défaut électrique ou d'accident ordinaire. Quelqu'un a délibérément ciblé votre famille, a-t-il dit sèchement. Mon cœur s'est serré. Quelqu'un de délibéré. J'ai remis toutes les images de sécurité, la caméra de la sonnette avant et la caméra du garage à l'arrière. Nous nous sommes assis dans la chambre d'hôtel pour visionner la vidéo sur l'ordinateur portable de la police. Des images granuleuses sous la lumière des lampadaires, une silhouette coiffée d'une casquette de baseball et d'un masque, grande et mince, apparaissant près du garage à l'heure exacte de l'incendie. Il a versé subrepticement quelque chose, probablement l'accélérateur, puis l'a allumé et s'est enfui. Une voiture garée à proximité, une vieille berline gris argentée, est partie en trombe. La démarche et la voiture m'ont glacé le sang. Et elles étaient trop familières. C'était la carrure de mon père, Kenneth. Et la voiture correspondait à celle qu'il conduisait toujours.
Reconnaissez-vous quelqu'un ? A demandé l'enquêteur. J'ai hoché la tête en tremblant. Cet homme pourrait être mon père. Les mots ont coupé comme un couteau, mais les preuves étaient claires. L'anxiété a monté en flèche. Si c'était lui, pourquoi ? Quel motif ? Après l'incendie, notre famille a temporairement déménagé dans une petite maison louée à proximité. Un bungalow modeste en périphérie de Dover, assez sûr et calme pour Daisy et le bébé Vivien. Pas aussi luxueux que l'ancienne villa, mais avec une petite cour, des chambres confortables, et surtout, loin de la scène de l'incendie. Nous avons récupéré ce que nous pouvions descendre. Quelques vêtements, des photos de famille, le berceau de Vivien, le cœur serré. Daisy a subi un traumatisme psychologique à cause du choc. Les premières nuits, elle se réveillait en sursaut, imaginant l'odeur de la fumée, s'asseyant en panique, serrant toujours Vivien contre elle. Joseph et Anna Miller étaient encore sous le choc de l'incendie de la maison. En tant que personnes âgées, ils ont essayé de réconforter et d'aider Daisy à s'occuper de Vivien. Joseph portant le bébé dans la cour, chantant des berceuses de sa voix profonde. Anna cuisinant de la soupe, nettoyant la maison, la voix tremblante. Dieu nous protégera. Mais leurs yeux étaient rouges en pensant à la maison perdue où ils avaient commencé une retraite paisible. Pendant ce temps, j'ai coopéré étroitement avec les autorités pour découvrir la cause de l'incendie. Chaque jour, je me rendais au poste de police pour fournir plus de détails, l'histoire du conflit avec mes parents biologiques. Du refus sec au mariage humiliant en passant par le Noël chaotique. Ils étaient jaloux de ma nouvelle maison, de notre vie stable, ai-je dit amèrement. L'appel d'avertissement de ma mère est devenu la clé. J'ai conduit avec l'enquêteur jusqu'à Alexandria, en Virginie, à sa maison. Elle a ouvert la porte, le visage pâle, les yeux rouges comme si elle n'avait pas dormi. Nous nous sommes assis dans le salon familier où j'avais autrefois été rejeté et je l'ai interrogé. Que saviez-vous de l'incendie ? Pourquoi avez-vous appelé juste au moment où cela nous est arrivé ? Louise a d'abord éludé, la voix bégayant. J'étais juste inquiète pour vous. J'ai eu un mauvais pressentiment. Mais sous la pression, elle a paniqué. Ses déclarations étaient contradictoires. Je ne sais rien, ou, c'était juste un sentiment. Finalement, elle s'est effondrée, pleurant, avouant une partie de la vérité. Elle n'avait pas mis le feu elle-même, mais avait entendu Kenneth dire des choses terrifiantes avant de partir. Voyons s'il peut garder cette maison. Il doit payer pour son infidélité. Elle a appelé pour avertir parce qu'elle sentait que quelque chose de grave allait se produire, mais il était trop tard. Il était déjà parti. Sa déclaration était la dernière pièce du puzzle. Kenneth a été arrêté peu après, se cachant dans un motel à des centaines de kilomètres, près de la frontière de la Virginie. Il a été accusé d'incendie criminel et de mise en danger de la vie d'autrui. Pendant l'interrogatoire, il a encore essayé de me blâmer, grognant, c'est lui l'infidèle. Je lui donnais juste une leçon. Mais les preuves se sont accumulées. Empreinte digitale sur une boîte d'accélérateur trouvée près de la Seine. Caméra de rue capturant sa voiture près de Dover cette nuit-là. Et le témoignage de Louise. Le mobile était clair. Jalousie et contrôle. Il ne pouvait pas supporter de me voir réussir tout en ignorant ma famille de naissance, vivant heureux avec mes beaux-parents. Avec des preuves complètes, il a fait face à des poursuites pénales, plus une ordonnance de non-contact avec ma famille en attendant le procès. J'ai reçu les papiers, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. Mon père biologique, autrefois un pilier, maintenant un prisonnier. Le procès a eu lieu quelques mois plus tard dans un tribunal du Delaware. L'atmosphère était tendue, pleine de suspense, comme dans un film policier. J'étais assis sur le banc des témoins, Daisy à mes côtés, tenant une Vivien qui riait, inconsciente de tout. Kenneth était assis sur le banc des accusés, décharné et évitant tout contact visuel. Le procureur a présenté les preuves, vidéos de sécurité, témoignages de Louise, traces d'accélérateur. L'avocat de la défense a essayé de plaider. Il a perdu le contrôle dans un moment de colère, une explosion émotionnelle temporaire. Mais le jury n'a pas été convaincu. Après 3 jours de plaidoirie, le verdict, Kenneth a été condamné à 12 ans de prison, à une indemnisation complète des dommages, des centaines de milliers de dollars pour la maison incendiée, et à un casier judiciaire permanent. Une chute humiliante pour quelqu'un qui vivait pour les apparences. Lui qui s'était autrefois vanté du mariage d'Harrison et de l'honneur de la famille, baissait maintenant la tête devant le tribunal. Je l'ai regardé, le cœur serré mais sans regret.
Il s'est tourné vers moi une dernière fois, les yeux rouges. « Nicolas, je suis désolé, mon fils. » Mais il était trop tard. Ma mère s'est vraiment réveillée pour la première fois après le procès. Elle a réalisé qu'elle était restée silencieuse trop longtemps, laissant le favoritisme et la domination de son mari tout détruire. Elle a demandé une rencontre par l'intermédiaire de l'avocat, trop effrayée pour venir directement. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre. Elle était assise en face de moi, les mains tremblant sur sa tasse de thé. « Nick, je suis désolé. J'ai choisi le mauvais côté. Et je t'ai perdu », a-t-elle pleuré, racontant des années à endurer silencieusement Kenneth, a donné la priorité à Harrison pour éviter sa colère. J'ai écouté, le cœur un enchevêtrement de douleur et d'épuisement. Je n'ai pas riposté avec des mots ni revisité le passé. J'ai parlé lentement, assez calmement pour qu'elle comprenne que ce n'était pas une colère passagère. Maman, je ne te déteste pas, mais pour moi maintenant, la sécurité de Daisy et Vivien est la priorité absolue. Si tu veux vraiment arranger les choses, cela doit commencer par le respect de mes limites. Pas de demande, pas de manipulation, et pas d'utilisation d'Harrison pour me faire pression. Maman a baissé la tête, les larmes tombant en silence. Après un moment, elle a parlé, la voix tremblante mais plus claire. Je sais que je suis restée silencieuse trop longtemps. J'ai laissé les choses aller trop loin. Je n'ose pas demander pardon tout de suite. J'espère juste que tu me donneras une chance de recommencer, petit à petit, d'une manière qui soit sûre pour toi. Elle a hoché la tête comme pour se le rappeler. Je promets que je respecterai ce que tu as dit. Nous nous sommes serrés dans les bras une dernière fois. Pas de ressentiment persistant, mais pas encore la paix. Je savais que la blessure était trop profonde pour guérir immédiatement, mais au moins, pour la première fois, elle avait cessé de saigner. Un après-midi d'automne, alors que nous avions réemménagé dans notre maison reconstruite, identique à l'ancienne, mais plus solide avec une sécurité renforcée, nous nous tenions dans le jardin. J'ai regardé Vivien, qui rampait maintenant, souriant largement en poursuivant une balle. Daisy était assise à proximité, la main sur son ventre. Nous attendions notre deuxième enfant. Joseph et Anna souriaient gentiment, les deux grands-parents chantant des berceuses à Vivien. J'ai regardé ma petite famille et mes beaux-parents, ceux qui m'avaient soutenu depuis le point le plus bas, du près de 50 000 $ à la nuit de l'incendie, et j'ai compris que le sang ne signifie pas automatiquement l'amour. La vraie famille, c'est la présence dans les difficultés, pas les exigences dans le succès. J'ai réalisé que l'argent peut sauver une entreprise de la faillite, mais il ne peut pas sauver une famille à lui seul. La seule chose qui le peut, ce sont les limites. Lorsque les limites sont clairement établies, les gens savent ce qui est permis et ce qu'ils ne peuvent pas franchir. Sans limite, les liens familiaux se transforment facilement en un mal prolongé. J'ai aussi appris que la piété filiale n'est pas une endurance inconditionnelle. L'amour ne signifie pas permettre aux autres de contrôler, d'imposer ou de vous blesser au nom de la famille. Lorsque le sacrifice ne va que dans un sens, ce n'est plus de la dévotion. C'est de l'érosion. Et surtout, lorsque quelqu'un menace ma sécurité et celle de ma famille, le pardon n'est plus seulement émotionnel. Le pardon n'inclut pas de leur donner une autre chance de faire la même chose. Certaines portes, une fois fermées, servent à protéger ceux qui sont derrière, et je n'ai aucun regret de les avoir fermées.